Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer mon analyse de preview de l'épisode 101. Alors, comme vous l'avez remarqué, il y a 2 jours, je vous ai posté 4 vidéos quasiment d'un coup sur la chaîne. Et depuis, on ne s'est plus parlé. Ça fait à peu près 2 jours que je n'ai plus posté. J'ai pu répondre à certaines personnes, certains tweets, etc. Mais pas forcément à tout le monde. Bon, du coup, il n'y a rien de particulier, rien de bizarre. C'est juste que j'ai pas eu trop le temps, en fait. C'est tout con, mais c'est juste ça. Là, ces 2-3 derniers jours, c'était vraiment chaud pour moi de trouver le temps de faire des vidéos correctement. Mais en tout cas, je suis là et on va se parler de cet épisode 101 de Dragon Ball Super. Et en particulier de sa preview. Et je trouve que sa preview n'est pas très difficile à prévoir. Vous allez me dire vos avis en commentaire. Peut-être que pour vous, elle laisse beaucoup de mystère. Enfin, je sais pas, à vous de me dire. Je trouve que l'épisode a l'air super intéressant. Et je pense qu'il sera peut-être même plus intéressant au niveau de l'avancement du scénario et de cette histoire de Dragon Ball Super que l'épisode 100 lui-même. Au final, l'épisode 100 n'a pas fait avancer tant que ça les choses. C'était plus du spectacle, du grand spectacle même, mais rien d'autre. Aussi bien par rapport à l'avancement du tournoi que par rapport au développement des personnages. Pour le moment, on avait une Kale qui restait dans ses travers brolyesques, on n'avait pas bougé d'un poil. Mais là, je pense que les choses vont avancer, à leur manière en tout cas, et qu'on risque de comprendre ou même de nous amener directement sous nos yeux des choses très intéressantes malgré tout. Et bon, cette preview-là commence directement avec un plan sur Kasseral qui nous a été annoncé pour l'instant comme étant le général, le shogun en japonais des Pride Troopers. Et bien sûr, j'ai oublié de vous prévenir, mais dans mes analyses de preview, je vous parle aussi des spoils qui sont sortis sur l'épisode. Je suis obligé de les prendre en compte parce que je peux pas me forcer à faire semblant de ne pas les avoir vus ou de ne pas vous les avoir présentés il y a quelques jours ou même semaines en arrière sur cette même chaîne. Bon, enfin, je vous parlais de Kasseral, et justement, l'interrogation est toujours la même. Est-ce qu'il est juste, entre guillemets, juste un général des Pride Troopers, ou est-ce qu'il est leur leader? Parce que dans d'autres spoilers issus du magazine Weekly Shonen Jump, il nous a été dit qu'il était le seul et l'unique leader des Pride Troopers. Alors, est-ce que ce jeu-là nous a été caché, ou est-ce que finalement, il en est bien le chef? Je vais pas revenir sur tout ce que je vous avais dit dans ma vidéo de spoil, mais en tout cas, d'après une analyse super courte, j'avais pas passé 4 heures sur ça. Je m'étais dit que je pense que les spoilers risquent de nous avoir annoncé quelque chose de pas très juste en tout cas, et que c'est plutôt son rôle de shogun et qu'il était sûrement un leader, mais opérationnel des forces d'équipe de commando, là, des Pride Troopers, etc. Vraiment cet aspect opérationnel combat sur le terrain, et qu'un gars comme Toppo était vraiment plus le vrai leader à tous les sens du terme, celui qui peut-être rendait compte au Akaishin, enfin rendait compte au Kaioshin, enfin je sais pas comment ils s'organisent les Pride Troopers, s'ils ont une certaine organisation vis-à-vis des dieux. D'ailleurs, ça serait intéressant de savoir ça. Est-ce qu'ils connaissaient déjà le Kaioshin de leur univers avant, ou est-ce qu'ils ont appris à les découvrir, ainsi que le Akaishin en même temps que le tournoi du pouvoir? Ça serait drôle d'imaginer justement que ces forces qui œuvrent pour la justice dans l'univers 11 soient en collaboration avec le Kaioshin et le Akaishin, enfin bref. Ensuite, on voit toujours ce Kasseral qui a l'air quand même bien énervé et qui va vraiment passer au combat et qui nous sort 2 espèces de lames de ki, je sais pas si on peut appeler ça du ki en tout cas, et ces 2 là sortent de ses mains. Et pourquoi est-ce que je vous dis je ne sais pas si on peut appeler ça du ki? Parce que est-ce qu'il ne serait pas peut-être un androïde, un cyborg, un robot, enfin je sais pas, en tout cas vu son œil c'est un petit peu bizarre. Et surtout il y a une chose super bête qui me fait penser à ça, c'est que comme on le voit dans cette review, il va être confronté à C17 et C18. Forcément le parallèle est très facile à faire entre ces gars-là. Rappelez-vous qu'en début du tournoi, on avait quelques images dans lesquelles on voyait C17 se battre contre les robots de l'univers 3. C'est des clichés très faciles à utiliser de faire combattre un robot contre un robot d'un univers à l'autre, voilà. Oui, au fait, peu importe que C17 soit un cyborg, un androïde, un robot, enfin tout ce que vous voulez, c'est pas ça le sujet, je veux dire, c'est l'aspect mécanique qui fait que le cliché peut être utilisé, c'est surtout ça. Et du coup, est-ce que tout comme C17 et C18, on ne peut pas sentir son ki? Ou alors, est-ce qu'il est quand même à 90% humain, il y a juste son œil qui est cybernétique, peut-être 2-3 attaques au niveau des bras, un petit peu comme un C16, qui pouvait se déboîter les bras là complètement et envoyer une attaque. Lui, peut-être qu'il pourrait se déboîter au niveau des poignets, enfin je sais pas trop, mais en tout cas l'attaque fait penser un petit peu aussi à l'épée de Végétaux, différente quand même au niveau de l'aspect, mais ça y fait penser un petit peu. Et rien qu'avec cette attaque-là, on sent que même si tous les Pride Troopers ne sont pas du même niveau qu'un Toppo ou qu'un Jiren ou qu'un truc comme ça, en tout cas, ils ont le sens du combat, rien qu'à voir avec ce Kasseral qui se retrouve face à 2 adversaires. Direct réflexe, il va pas foncer comme un cinglé, il va préparer une attaque qui peut se les faire les 2 même en même temps. Je suppose que Kasseral doit avoir suffisamment d'énergie au moins pour se faire C18. Au passage, je crains une petite chose dont je vous avais déjà parlé sur la chaîne il y a quelques semaines ou mois en arrière, dans les épisodes qui mettaient en avant justement C17, le retour de C17, je veux pas dire de conneries, je crois que c'était le 86 et 87, si je dis pas n'importe quoi, dans lesquels il y avait C17 qui se battait contre Goku, SCJ Blue, etc. Et c'était un épisode que je considère comme étant un semi-filler, je vais pas revenir là-dessus. Et je vous avais dit, il y a un truc de bizarre parce que, ok, même si Goku se retient, le SCJ Blue, machin, je pense qu'arrivé au moment du tournoi du pouvoir, les niveaux de puissance vont être encore modifiés de cette Team Z pour s'adapter à la situation et au contexte du scénario. Et je crains justement qu'on ne sente pas trop la différence entre une C18 et un C17 et qu'ils aient l'air d'être à peu près au même niveau, alors que normalement, C18 elle a peut-être progressé mais pas tant que ça,
Et C17, on nous a montré qu'il était capable de rivaliser un minimum de temps, en tout cas, face à un Goku SSJ Blue. Goku SSJ Blue n'était pas à fond, mais C17 dans l'épisode a dit aussi qu'il n'était pas à fond. Donc au final, ça laissait pas mal rêveur par rapport à la puissance de C17, et j'ai peur que dans un combat comme ça, on n'y comprenne plus rien. Quelle peut être la puissance réelle d'un Casseral? Quelle peut être la puissance réelle de C17, de C18? Quelle est la différence de niveau entre C17 et C18? Et j'ai peur qu'on ait un combat qui soit joli, qui soit agréable à voir. Et bon, au final, ça, j'en ai pas peur, au contraire, c'est bien. Mais j'ai peur que pour le bien du scénario et du combat, de la mise en scène, qu'on n'arrive plus à distinguer les écarts, vous voyez? Qu'on se retrouve un petit peu dans un effet jeu vidéo, c'est-à-dire que dans un jeu vidéo Dragon Ball, si vous prenez Krillin contre Goku, d'accord, Goku a des meilleures techniques, il a des transfos qui vont lui donner des power-ups, mais si vous faites un bon combat, vous défendez bien, Krillin peut gagner. Ben voilà, j'ai peur que ça soit un petit peu nivelé comme ça, et j'espère vraiment me tromper sur ça, j'espère que l'animation va prendre un minimum en compte ce genre de petits problèmes, c'est pas si grave que ça, mais ce sont des petits problèmes quand même, et qu'on va pas sentir que, spécialement C17, je pense surtout à lui, qu'on ne va pas sentir par exemple qu'il est trop faible, trop éloigné. Si par exemple, vous voyez, je vais vous donner une situation, si Casseral se fait un contre C18, et on sent que Casseral est vraiment à fond, et qu'il va se mettre à transpirer, je crois qu'il le peut, quand on l'avait vu escalader la petite falaise là pour sauver le chat, je crois qu'il transpirait, pour nous montrer, voilà, justement qu'il est à fond. Donc on va se dire, bon, Casseral est du niveau de C18 qui est... Et imaginez derrière qu'il fait jeu égal avec C17. On va plus rien y comprendre vu que C17 était censé rivaliser un minimum avec Goku SSJ Blue. Peut-être un Goku SSJ Blue qui n'était qu'à 10 ou 20% de sa force, mais c'est quand même mieux qu'une C18 à fond. Vous voyez, il y a de quoi s'y perdre. Et attention, je ne mets même pas la faute sur les scénaristes parce que ça devient un vrai casse-tête en fait. Parce que si vous donnez la puissance qui a été donnée à C17 dans l'épisode 86, ça veut dire qu'il pourrait probablement se faire facilement un Casseral, et du coup l'épisode n'a même plus lieu d'être vu qu'en un coup il pourrait se le one-shot, enfin je sais pas si vous me suivez, et du coup je pense que certains, et vous avez raison, vont me dire, ben ils avaient qu'à pas faire de conneries dans l'épisode 86, ils nous montraient un C17 qui rivalise avec Goku SSJ2, ou au pire, au grand max SSJ3, et allez, ça passait. Vous avez raison, mais la Toei avait cette volonté-là de mettre en avant la Team Z, et en particulier dans cet épisode-là C17. Voilà pourquoi au final ça fait un espèce de petit cercle vicieux dans lequel on ne sait même plus à qui est la faute et on essaye juste de broder à chaque épisode pour essayer d'avoir un truc qui tient à peu près la route ou du moins visuellement ça a l'air joli et cool. C'est pas du tout une critique mais c'est plus une constatation et quand même une petite crainte en même temps. Bon, en tout cas, je poursuis. On voit qu'il y a Goku accompagné de C17 et de C18. D'après les spoils, d'autres spoils qui nous avaient été révélés, on s'en était bien sûr parlé sur la chaîne. On nous avait annoncé que Goku ferait équipe dans cet épisode-là avec Kale et Caulifla, mais on nous avait pas parlé des autres. Et visiblement, il va faire équipe aussi avec C18 et C17. Au passage, bien sûr, c'est un faux combat qui nous a été teasé en fin d'épisode 100. Quand on voit Jiren et Goku se faire face, c'est pour faire monter de la hype, mais pour rien du tout. Parce que toutes les personnes, et elles sont nombreuses, qui ne voient pas les spoils, tout simplement parce qu'elles ne savent pas que les spoils existent, il y a des tas de gens comme ça, qui aimeraient bien voir les spoils, mais ils ne savent pas que ça existe sur internet, en vidéo, sur ma chaîne, etc. Et il y en a d'autres qui ne veulent pas les voir, parce qu'ils n'aiment pas les spoils, et je respecte ça. Bah, toutes ces personnes-là croient un minimum au fait que le combat, et bien sûr qu'ils n'ont pas vu la preview de cet épisode 101, bah tous ces gens-là, et ils sont nombreux vraiment, croient qu'un Jiren contre Goku va déjà arriver. Et puis après tout, on leur a déjà montré ce Goku contre Jiren dans l'opening, donc il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas maintenant pour eux. Et au final, non. Ils auront attendu une semaine, ils seront présents au rendez-vous pour voir l'épisode, et ils n'auront pas ce Goku contre Jiren. Alors bien sûr, en toute logique, le Goku contre Jiren devrait arriver dans ce tournoi du pouvoir tôt ou tard, mais pas encore. Et d'après les spoils, c'est Jiren qui devrait décider, d'après ce qui nous avait été dit, d'envoyer d'autres de ses Pride Troopers contre Goku et sa bande. Pourquoi il va décider ça? Bon, on comprend rapidement le manège, les scénaristes ne veulent pas d'un Goku contre Jiren dès maintenant, sinon l'arc va avancer trop vite, du moins le tournoi du pouvoir va avancer beaucoup trop vite pour eux. Faut quand même faire avancer la machine, voilà, dérouler des combats, etc. On peut pas en arriver direct à celui qui est peut-être le boss final, même si je pense pas que Jiren sera le combat final à mener de Goku dans cet arc survie de l'univers. Mais quand même, le combat Goku contre Jiren, c'est un stade avancé de l'intrigue et de l'histoire. Ils ne veulent pas le mettre de suite, et je le comprends bien. Donc voilà, ils nous teasent un petit peu, on pourrait même dire qu'ils nous dupent si vous voulez, je sais pas. Mais c'est quand même une astuce scénaristique, ils ont bien le droit de le faire, je les comprends même. Et c'est assez difficile de retenir une audience de chaque semaine, avoir des spectateurs qui reviennent de semaine en semaine. Et forcément, des fois, il faut teaser à l'intérieur de la série pour maintenir les gens, leur rappeler aussi que ce combat-là va arriver tôt ou tard. Mais en attendant, ce n'est pas celui-là qu'on va se mettre sous la dent. Et même si sur cette image, Caulifla et Kale n'apparaissent pas, je me doute que ça ne va pas tarder à se faire. Au passage, ça voudra dire aussi que Kale va se réveiller de l'attaque qu'elle s'est pris en pleine tronche de la part de Jiren. C'est un petit peu étonnant, j'aurais pensé quand même que Jiren avait tellement millimétré le niveau de puissance qu'il avait mis dans cette attaque-là, qu'il aurait su faire en sorte de la foutre KO, mais je sais pas moi, genre elle tombe dans les pommes pendant
4 heures, 5 heures, enfin je sais pas, je dis n'importe quoi, et qu'on ne reverrait plus qu'elle pendant un bon petit moment tellement elle est KO, mais bon, ça aurait paralysé le personnage de Caulifla, il aurait fallu qu'elle reste à côté d'elle pendant qu'elle fait dodo, le temps qu'elle se réveille, etc. Donc je comprends aussi cet aspect-là du scénario, mais ça remet un petit peu, pas énormément, mais ça remet un tout petit peu vraiment, à peine la puissance de Jiren en se disant, elle se réveille si rapidement d'un épisode à l'autre alors qu'il vient de la foutre KO avec ce qui ressemble à peu près à l'attaque ultime de Jiren. Pour rappel, elle nous a été montrée dans le jeu Super Dragon Ball Heroes et elle s'appelle le Power Impact, donc je pense que c'est quand même une de ses attaques, une de ses meilleures attaques même. Honnêtement, c'est pas grave, je m'en fous qu'elle se réveille ou pas, c'est pas si grave que ça non plus. C'est juste une petite remarque que j'avais envie de vous partager, surtout que cette preview d'épisode 101 n'est pas si riche que ça, je trouve, en informations. Donc je me permets un petit peu de vous partager un peu plus mon ressenti. Derrière quelques plans sur C17 et sur C18, si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez que j'attends énormément d'en voir plus de leur collaboration. J'espère vraiment qu'on va avoir des combats dynamiques, rythmés et chorégraphiés comme ceux de C17 et C18 dans le film de Mirai Trunks, c'est là où l'on voit Mirai Gohan et tout ça, et de voir cet aspect-là coopération. Les deux, on dirait qu'ils attaquent même de manière parallèle tellement ils sont coordonnés. Alors depuis les années, c'est sûr que la coordination a dû s'effacer, mais je pense pas que ça se perd si facilement. En plus, le fait qu'ils soient des humains artificiels, ça doit leur permettre de, je pense en tout cas, de conserver leurs réflexes de l'époque. Bon, sinon, après on revient sur ce fameux Casseral, qui a une tête assez drôle et d'un coup devient très sérieux et a l'air de foncer à l'attaque. Et il a l'air de vouloir en plus foncer directement sur C17 et C18 en 1 contre 2. Et bizarrement, Goku n'est plus là, donc je me doute que Goku doit avoir fort à faire ailleurs. Et au passage, déjà, sur la mise en scène, vous remarquez que cet aspect synchronisation des mouvements de C17 et de C18, rien que sur ce petit mouvement d'esquive et de défense, c'est la même chose. On dirait qu'ils sont vraiment symétriques. C'est aussi bien sûr parce que pour les animateurs, ça doit être plus facile à dessiner, plus rapide et tout ça, de les faire pareil. On va dire que ça part du même modèle. Mais peut-être que ça annonce de belles choses justement au combat de ces deux-là. Même si je pense que C18 ne devrait pas aller très très loin dans le tournoi du pouvoir, j'espère qu'elle ne va pas se faire sortir déjà. Parce que bon, on a déjà eu Krillin, se faire sortir C18 juste derrière, c'est un peu con quand même. Et surtout que j'ai vraiment envie d'en voir beaucoup de ce duo-là C17 et C18 qui ont marqué à leur époque Dragon Ball et Dragon Ball Z. Donc j'aimerais que ça aille plus loin que 2-3 esquives, 2-3 attaques coordonnées, et au final C18 se fait sortir, ce qui provoque un énervement de C17 et c'est fini. Ça serait cool à voir l'énervement de C17, mais j'aimerais quand même qu'il y en ait un petit peu plus à nous mettre sous la dent, qui se tape contre un plus gros morceau encore que Casseral, pourquoi pas. Bon, je sous-estime pas Casseral, je pense quand même qu'il est plutôt balèze, mais voilà, quelque chose d'un petit peu de plus haut niveau, j'espère. Je pense pas que ça arriverait, mais ça serait drôle qu'il tombe contre un Frost, par exemple, que Frost se retrouve coincé, celui qui est en train d'attaquer tout le monde en traître et celui qui a éliminé comme un traître Krillin. Ça serait cool que C17 et C18 arrivent à lui tomber dessus, et pourquoi pas dans ce cas-là avoir Frost qui se débrouille pour éliminer C18, et C17 qui finit Frost, mais sinon j'aimerais pas que ça se finisse aussi vite pour un des deux dès maintenant. Bon, durant cette preview, on voit que Goku dit « Vous êtes tous venus pour moi », bien sûr il s'adresse aux Pride Troopers, et ça correspond avec les spoils, parce que les spoils nous disaient que Jiren allait dire à ses Pride Troopers d'attaquer Goku, et bon, et par extension ses amis, mais voilà, en priorité Goku. Donc sachant que ces Pride Troopers depuis le début n'ont pas bougé d'un poil et que d'un coup ils prennent pour cible Goku, ça correspond bien au spoil, comme quoi l'ordre a été donné. Et comme je vous le disais, même si Jiren n'a jamais été annoncé comme étant le leader ou comme le général ou quoi que ce soit, je pense qu'on peut considérer qu'il a un peu le titre de chef, mais d'honneur, vous voyez, un titre honorifique. Je le vois plutôt comme ça. Bon, ensuite, sur cette image-là, honnêtement, allez savoir, est-ce que Casseral va tomber en 1 contre 1 contre C17 ? Ça serait intéressant. Pour le moment, on voit que Casseral a toujours ses deux lames activées. Au passage, on peut oublier ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que là, je suis en train de voir au niveau de sa main, là où il y a la lame, on voit que sa main est toujours normale. Elle s'est pas changée en morceaux robotiques, un peu comme C16 ou quoi que ce soit. Donc ça a l'air vraiment d'une vraie épée de ki classique, mais j'espère quand même qu'on en apprendra plus sur sa partie robotisée, robotique, enfin cyborg ou ce que vous voulez. Et c'est vraiment bizarre que sur ce plan on ne voit que C17 et pas C18. Et je vous le dis vraiment, j'espère que C18 à ce moment-là de l'épisode ne s'est pas déjà fait sortir. Surtout que, d'après ce qu'on voit dans la preview, Casseral n'a pas l'air de les faire galérer plus que ça non plus à ces cyborgs de l'univers 7. Donc ça serait un petit peu bizarre, peut-être pas choquant, je vais pas aller jusque là, mais quand même un peu bizarre qu'il se fasse sortir, que C18 se fasse sortir. Bon, en tout cas personnellement je l'espère pas. Et derrière on a l'espèce de, alors je sais pas comment appeler ça, de Pride Trooper miniature qui ressemble un petit peu à une coccinelle mais qui a la peau violette, avec des cornes sur la tête, bon, un truc un petit peu bizarre, mignon mais bizarre en même temps, avec un regard un petit peu méchant, enfin non pas méchant, un petit peu démoniaque on va dire, avec ses cornes sur la tête là, mais le truc est tout petit au milieu, on a l'impression qu'on peut l'écraser avec sa chaussure. Et même si je sais que Toriyama aime bien les personnages qui sont petits, miniatures et machin, mais qui en même temps sont surpuissants, le meilleur exemple c'est Zeno je pense, ultra petit avec une voix d'enfant, et au final pour le moment c'est l'être suprême, mais j'ai quand même du mal à croire que ce Pride Trooper là soit si puissant que ça. Ça serait drôle, et j'en avais déjà parlé dans une vidéo en vous disant, imaginez que ce petit truc est plus puissant que Jiren.
mais j'ai pas l'impression que cette petite mouche là teigneuse soit si puissante que ça. Je pense que comme le dit Goku, il dit un truc du genre vous avez des attaques coordonnées et super synchronisées. Je pense que c'est là la force justement de ces Pride Troopers là. En tout cas, du bloc qui est moins puissant que Toppo, Jiren et compagnie. S'ils font partie des Pride Troopers, c'est pas pour rien. Vous pouvez pas avoir un Yajirobe qui va rentrer là-dedans, vous voyez ce que je veux dire. Mais après, il faut se dire aussi que des gars comme Toppo, Jiren, etc., ou même Casseral, pourquoi pas Dispo, ça ne court pas forcément les rues non plus. Donc après, s'ils ont voulu constituer une équipe de tant de personnes, il a fallu la faire avec ce qui se trouvait dans l'univers. Et j'en doute pas qu'en plus les Pride Troopers doivent avoir une super organisation, c'est-à-dire que les grosses menaces vont aux balaises des Pride Troopers, et les petites menaces vont pour des gars comme ça, là, comme cette coccinelle et tout ça. Donc vraiment, si je devais choisir ce qui va rendre ces Pride Troopers dangereux, c'est la coordination. Je pense qu'il n'y a pas de doute et ça a l'air assez clair. Et je pense pas que la animation nous troll plus que ça. Je pense pas qu'ils aient vraiment d'intérêt en plus à le faire. Bon, et ensuite dans cette review là, on voit Vegeta qui a l'air très sérieux, bien dessiné au passage, mais qui n'est plus en forme de Super Saiyan. Et ça c'est un petit peu bizarre parce qu'il était en train de se battre soit contre Botamo et Magetta, soit contre Kiabe, voire même les trois en même temps. Pourquoi pas, vu que le combat s'était lancé contre les deux un petit peu en même temps. Comment est-ce que Vegeta n'est plus en train de se battre contre ces gars-là? Parce que ça me paraît bizarre qu'il était obligé de se battre contre un Super Saiyan. Pourquoi est-ce qu'il aurait rétrogradé dans une transformation, enfin sous sa forme de base en plus, qui n'est même pas une transformation? Ça devrait dire que Kiabe aussi est descendu dans une forme basique, enfin c'est bizarre. Donc je me dis que le combat s'est peut-être arrêté entre Kiabe et Vegeta, ou alors que les deux sont vraiment en mode minimum. Et là j'ai du mal vraiment à cerner la logique de l'auto-animation. Et derrière on a une phase intéressante dans laquelle on voit Goku qui est en train, peut-être pas forcément de souffrir, mais en tout cas qui s'est fait surprendre et qui est vraiment dans la merde. Et par un personnage, moi honnêtement je ne l'ai jamais vu, en tout cas cette tête là je ne l'ai jamais vue. Et pour vous dire qui c'est, ça peut... Je pense qu'il y a deux pistes. Je pense que déjà, on peut oublier la piste de l'univers 6. À vous de me dire, c'est vrai qu'il y a deux gars de l'univers 6 qui n'ont pas été montrés. Mais on voit quand même leur ombre. Et d'après les hommes, ça n'avait pas l'air de coller avec ce type de visage-là. Après, pourquoi pas? Comment vous pouvez savoir ce à quoi ressemblent deux gars dans l'ombre? Sachant qu'il y a déjà pas mal de confrontations univers 7 contre univers 6. Donc ça pourrait suivre. Mais j'ai un petit peu du mal à gober cette histoire-là. Après, vu sa tête un petit peu démoniaque presque, un peu bizarre, on dirait qu'il a une tête de squelette là, bizarre, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas un des deux justement qui est resté dans l'ombre côté univers 4? Je trouve que son design fait plus univers 4 que univers 6, à vous de me dire. Son air un petit peu comme ça, narquois presque, mais il fait plus penser à cet univers 4. Honnêtement, l'univers 4 me fait beaucoup penser à l'univers 9, des personnages assez sombres, peu intéressants. À part les filles qui ont l'air souriantes, ils ont tous des sales gueules. Il y a même des espèces de chiens-loups dans les deux univers, bon vous voyez, ils sont assez similaires quand même. Donc pourquoi pas un de ces deux, ou au pire, vraiment au pire, ce gars-là, de l'univers 3, qui normalement est un robot vu qu'il vient de l'univers 3, mais qui a quand même un masque, une espèce de plaque vitrée là, un peu comme un casque dans des jeux vidéo, dans Halo, n'importe quoi. Et peut-être que sous ce masque-là se cache cette tête dégueulasse. Bon, honnêtement, je n'y pense pas. Si je devais prioriser, je mettrais sûrement la thèse de l'univers 4 en priorité, en numéro 1. Et au passage, ça permettrait de dévoiler un personnage de l'univers 4, et peut-être de nous mettre sur la piste, de nous faire comprendre pourquoi ces personnages étaient cachés. Est-ce qu'au final, ils n'étaient pas cachés, mais un petit peu comme Piccolo à l'époque? Ben, on va dire que c'est une personne qui peut se diviser, c'est-à-dire, je pense que vous m'avez déjà compris, mais former une seule ou se détacher en deux espèces d'âmes ou d'entités différentes et pouvoir se rattacher quand ils le veulent. Et c'est pour ça que Tenchin Han sentait la présence de ces deux personnes de l'univers 4, et vous êtes très très nombreux, c'est vrai, à me poser la question en zone commentaire, à me dire pourquoi est-ce qu'ils ne sont que 8 dans l'univers 4? Bah écoutez, pour moi la réponse a été donnée dans l'animé. Tenchin Han a dit qu'il sent deux autres présences. Il a dit ne vous fiez pas à ce que vous voyez, je sens deux autres présences dans cet univers 4, donc ils sont complets. Donc moi je pars de ces principes-là qu'ils sont complets. Et si leurs cases sont grisées sur le Godpad de Zeno, je pense que c'est tout simplement parce que l'auto-animation ne veut pas nous spoiler. Mais ne vous inquiétez pas que ces univers-là, s'ils étaient qu'à 8, ils auraient déjà été disqualifiés et détruits. Parce que rappelez-vous bien, c'était Kaioshin qui disait on ne peut pas se permettre d'y aller à moins de 10, ça ne va pas plaire, on va se faire péter. Donc clairement, je pense que cet univers-là, le 4 est au complet. Ça ressemble bien au 4 en plus de faire des fourberies. Ils ont déjà commencé sur Goku. Rappelez-vous, en tout début de tournoi, à faire des fourberies. Leur Akaishin est fourbe aussi. Donc encore une attaque surprise pendant que Goku est occupé quelque part à le dos tourné, etc. Ils sont en train de nous la refaire à toutes les sauces, celle-là. Ça m'étonnerait pas qu'ils le refassent encore une fois ici. Et en plus, moi, ce que je trouve un petit peu inquiétant, on va dire, pour Goku, si vous regardez bien, on a l'impression que ce mec-là est derrière Goku et qu'il l'agrippe avec ses bras, qu'il les a passés sous les épaules de Goku. Et donc, les deux machins blancs là qu'on voit devant, ça devrait être les mains de ce personnage-là. On dirait qu'il a des gants, enfin je sais pas. Et si vous regardez autour de ses mains, on voit comme des espèces de traits noirs qui ressemblent un petit peu aux effets de la gravité dans Dragon Ball. Et en plus avec une mini onde aura rougeâtre autour de ses mains. Donc je me dis qu'il y a sûrement une technique derrière pour que Goku souffre autant. Et je me demande si cette fois-ci Goku pourra s'en sortir de la même manière que la première fois.
quand aussi un gars de l'univers 4 est venu derrière lui et l'a agrippé, et que Goku s'est transformé et a libéré suffisamment de puissance pour se dégager. J'ai l'impression que là, il y a un truc par-dessus, une technique supplémentaire, et histoire de changer et de ne pas repomper la même scène d'épisode en épisode, pourquoi pas avoir un Goku qui va se faire sauver par quelqu'un? Ça pourrait être intéressant plutôt qu'il se sauve par lui-même. Un Vegeta, un Gohan, enfin quelque chose comme ça qui viendrait mettre un gros coup dans la tête à ce gars-là, ou pourquoi pas même une des filles de l'univers 6, en particulier Caulifla, qui sauverait Goku. Je pense que ça serait assez symbolique qu'elle fasse ça, et ça permettrait de lancer cette coopération. Goku, Caulifla et Kale. Coopération temporaire, on est d'accord, mais coopération quand même. Dites-moi ce que vous en pensez de ça, parce que je trouve qu'on est en train de trop nous la faire, cette histoire du Goku qui se fait surprendre, qui baisse sa garde. Au bout d'un moment, c'est bon, on a compris. Normalement, Goku ne se fait jamais avoir par ces mêmes erreurs, en tout cas, et c'est un peu bizarre qu'ils insistent avec ça. Donc pourquoi pas, histoire d'apporter un petit peu de fraîcheur, une intervention de Caulifla. Derrière, on voit un des robots de l'univers 3, celui qu'on avait vu dans l'ombre il y a pas mal de temps en arrière, et son ombre ressemblait un petit peu à Cell. C'est vrai que là, maintenant qu'il est sorti de l'ombre, il ressemble encore un petit peu à Cell, mais quand même moins. On va dire que la silhouette globale ressemble à Cell, mais voilà, la gueule qu'il a et tout ça, il ressemble quand même beaucoup moins. Derrière, on voit Casseral qui attaque, et on arrive à apercevoir la jambe de C18, et on voit qu'il est en train d'attaquer justement C18 et C17, qui encore s'écartent de l'attaque de manière symétrique, et si vous regardez bien, Casseral a son bras gauche de libre. Vous voyez, son bras droit attaque, il s'esquive, et du coup, qui devrait se manger l'attaque du bras gauche, c'est C18. Donc j'ai peur encore que C18 se prenne un mauvais coup ou se fasse éliminer par Casseral à ce moment-là, mais c'est vrai que c'est bizarre, parce qu'il y a deux là, mais ça m'étonnerait qu'un gars aussi pro du combat, je pense que c'était un grand professionnel du combat, manque cette occasion-là de foutre un bon coup à C18. En tout cas, c'est l'opportunité. C18 ne peut pas faire grand-chose vu qu'elle est en mode esquive, elle s'est même jetée sur le côté, donc en gros sa mobilité est réduite. Du coup, c'est presque porte ouverte pour Casseral pour lui mettre un bon coup. Dites-moi ce que vous en pensez. Derrière, on voit encore Casseral qui est encore en train d'attaquer de la même manière, et si vous regardez bien, on voit que là, sur sa main gauche, il n'a pas de lame activée. C'est encore mauvais signe pour C18. Je sais pas ce que vous en pensez une nouvelle fois. Je m'en remets encore à vous dans un commentaire, mais si Casseral a abandonné une de ces deux lames, et qu'il utilise uniquement celle de droite, et en plus il est en train de faire seulement un 1 contre 1 contre C17, soit c'est C18 qui est occupé quelque part, soit C18 n'est plus là ou a été foutu KO. Et c'est vrai que quand je regarde les avis des gens sur internet sur qui sera le premier éliminé de cette fameuse Team Z, je vois à peu près tout le temps les mêmes avis, qui tournent autour de Kame Sennin, Tenchin Han, Piccolo et Vegeta aussi, c'est vrai. Et C18, bizarrement, personne n'en parle, alors que pourtant, elle est forte, hein, c'est clair, mais c'est pas non plus la fierté de l'univers 7, vous voyez ce que je veux dire? Elle est pas aussi importante que Gohan ou que Goku, je sais pas qui. Donc ça sent encore une fois mauvais, et du coup, vous vous rappelez, tout à l'heure dans ma vidéo, j'étais en train de vous dire, j'ai peur aussi par rapport au niveau de puissance, que ça soit mal respecté, d'avoir une C18 et un C17 à peu près de même niveau, alors que normalement, c'est pas le cas. Normalement, C17 est devenu largement supérieur à C18. Ben, écoutez, il pourrait me faire taire l'auto-animation si, justement, Casseral arrivait à venir à bout assez facilement de C18 et que C17 venait, lui, assez facilement à bout de Casseral. Ça paraît assez gros comme scénario, surtout que les spoils nous en parlent. Alors là, vraiment pas du tout, mais rien n'a été dit à propos de ça. Mais en tout cas, ça serait surprenant. Et la Toei Animation montrerait aussi qu'elle arrive à nous surprendre et que quand elle veut ne pas nous dire un truc, un élément important du scénario, elle ne le dit pas et puis c'est tout. Parce que quand vous regardez bien, là on a Casseral qui charge une attaque de ki assez volumineuse et qui a l'air bien condensée, des éclairs autour. Donc je pense que c'est pas de la merde. Et C17 se tient comme ça sur son rocher, n'a pas l'air trop inquiété par tout ça. Je suppose qu'il va utiliser son espèce de bouclier encore une fois. Celui qui avait permis de retenir le Kamehameha du SSJ Blue de Goku, ça me paraît cohérent qu'il fasse ça. Et là, l'auto-animation arriverait à mettre fin à ma crainte concernant les niveaux de puissance. Et là, ça serait vraiment pas mal. Vous avez vu que à force de prendre des pièces du puzzle, quand même, on arrive un petit peu à imbriquer les choses. Ça veut pas dire que ça va se passer comme ça, mais en tout cas, ça pourrait, et ça correspond avec les images qui nous sont données. Et pour une fois, ça serait surprenant, vu que d'habitude, la Toei nous spoile tout. Il nous avait même spoilé que Kale allait se transformer en épisode 100, et que Jiren allait la calmer. Donc vous voyez qu'il n'hésite pas du tout à nous dire les choses. L'an dernier, il nous avait spoilé l'identité de Goku Black, enfin, il n'hésite pas à envoyer de gros morceaux. Donc pourquoi pas de temps en temps garder quelques torpilles qui nous révèlent au moment de l'épisode, comme ils sont censés le faire, c'est pas plus mal aussi. Bon, et du coup les devins maintenant, on va se parler de ces images que l'on a de Kale qui est en train de pleurer. Et au passage, bon, ça veut dire qu'elle s'est bel et bien réveillée de l'attaque de Jiren. Et là, dans son regard, dans les émotions qui ont été mises dans les dessins, etc., je n'ai pas l'impression qu'elle est en colère ou quoi que ce soit. J'ai vraiment l'impression que c'est de la pure tristesse qui lui arrive. Bon, les pleurs quand on est en colère, c'est souvent, ça peut être lié à de la tristesse, mais là, je pense vraiment que c'est de la peine, vous voyez, de la peine pour quelqu'un. Et derrière, forcément, on voit Caulifla. Caulifla qui, contrairement à Kale, est rempli d'égratignures, de blessures. Ses cheveux ont l'air un petit peu, voilà, de partir dans tous les sens bizarres. Elle a l'air vraiment fatiguée, elle a l'air vraiment à bout. Elle a même des égratignures sur son dos. Ça veut dire qu'elle a mené un combat qui était trop difficile et complexe pour elle.
et donc par extension un combat que Caulifla SSJ2 n'est pas capable de gagner. Je prends pas Kale en compte parce que je pense que suite au combat qu'elle a mené contre Jiren, elle ne doit plus être capable de faire grand chose, elle ne doit plus être capable de se retransformer, et donc je pense que Caulifla au final va se retrouver un petit peu seul dans son combat, et vraiment seul jusqu'au bout, parce que si on a vu Goku juste avant, qui était en train de se battre contre le gars inconnu, ça veut dire que aussi bien Goku, Vegeta et les autres vont subir des attaques de plusieurs gars d'autres univers un petit peu partout. Et justement, Caulifla risque de se retrouver seul face à un groupe de 2-3 Pride Troopers. Et quand je vous disais tout à l'heure que la puissance de ces Pride Troopers inconnus, quand je dis inconnus, ça veut dire tout ce qui n'est pas Toppo, Jiren, Dispo, machin, eh bien, résider dans leur capacité de coordination, je pense que là, ça peut être le bon moment de le faire. Parce que si vous regardez l'atmosphère, qui est très violacée, rosée même, on sent qu'il y a une attaque qui est en train d'être faite, qu'il y a quelque chose de bizarre, un ki qui les entoure forcément. Alors, ma première réaction, ça a été de penser à la fameuse cocotte là, des Pride Troopers, la fille qui a les cheveux violets, qui ressemble un petit peu à une Makaioshin, c'est vrai, même beaucoup. Mais déjà, ça me ferait bizarre qu'elle arrive à mettre à mal comme ça une Kale SSJ2, alors qu'en tout début de tournoi, on avait vu des plans dans lesquels elle rivalisait, et même C18 avait un petit peu l'avantage sur cette Pride Trooper là. Donc pour rester cohérent encore une fois, et si l'auto-animation ne veut pas nous décevoir sur les niveaux de puissance, parce que c'est vrai que ces derniers temps elle crée pas mal de polémiques par rapport à ça, ben ça serait pas plus mal d'avoir plusieurs Pride Troopers qui vont tomber contre Caulifla et Kale, et comme je vous ai dit, vous pouvez compter Caulifla toute seule. Et du coup, sur cette prédiction-là, je vais pas du tout être original, parce que vous l'avez sûrement déjà vu dans des groupes de discussion, peut-être dans d'autres vidéos, je sais pas, j'ai pas eu le temps d'aller voir. Mais en tout cas, j'ai eu le temps de traîner sur Twitter et sur Facebook, et j'ai vu pas mal de gens en parler, et je suis du même avis. Donc je vais pas déformer mes idées juste pour faire bien et trouver quelque chose, me forcer à avoir quelque chose d'autre. Du coup, je pense que cette scène est clairement une scène de sacrifice de la part de Caulifla, pour permettre à Kale de continuer à être dans ce tournoi-là, lui permettre d'avancer, etc. Caulifla est vraiment au bord du gouffre, j'ai envie de dire. Et ce qui me fait penser au sacrifice, bah, c'est bien sûr l'aspect de peine qu'on a vu sur le visage de Kale. Cet aspect-là de Caulifla qui a l'air vraiment au bout physiquement, elle n'a pas l'air de vraiment pouvoir tenir, en tout cas même sur sa posture, elle a les épaules qui tombent, elle a pas l'air de se tenir bien droit, etc. Surtout si vous regardez son épaule à droite et tout ça, elle a pas l'air bien droite tout simplement. Et en même temps d'avoir ce sourire sur son visage, c'est très typique des sacrifices dans Dragon Ball, des sacrifices dans les shonen de manière générale. Et vous allez rire parce que le sacrifice auquel je pense, c'est pas du tout celui auquel vous pensez. Vous devez sûrement penser, vous, au sacrifice de Piccolo pour Gohan, ou au sacrifice de Goku pour la Terre au final, pas que pour Gohan, mais qui s'est sacrifié en téléportant Cell avec lui, etc. Et vous avez raison d'y penser, ça m'y fait penser aussi. Mais moi, ça me fait penser à Dragon Ball GT. Oui, vous m'avez bien tous entendu, GT. Tout simplement avec la phase avec Sucheron, le dragon maléfique à 4 étoiles, machin, celui qui était doré là, pour nous rafraîchir la mémoire, et qui avait réalisé un espèce de sacrifice, lui aussi à sa manière, pour aider Goku justement à combattre Lee Shenron. Bon, le sacrifice n'avait mené à rien, mais en tout cas c'en était un. Et en fait, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait réussi à enfermer Lee Shenron dans une espèce de boule de sphère, de flammes, de flammes, etc. Parce que ce dragon-là était spécialisé dans tout ce qui est feu. Et du coup, à l'intérieur de cette boule de feu, ça créait justement une ambiance lumineuse différente, qui était très orangée, un petit peu jaunâtre, etc. Et ça me rappelle énormément l'ambiance de cette boule-là, sauf qu'ici, elle est mauve. Et je pense que l'autre, sous Shenron, c'était jaune parce que ça correspondait à son ki. Et là, ça doit être mauve parce que ça doit correspondre à un mélange de plusieurs ki. Vous savez, quand vous faites des mélanges de couleurs, ça arrive souvent sur des mauves, des verts un petit peu bizarres. Parfois même, le mélange, ça tourne vers du noir quand c'est trop mélangé. Vous savez, vous prenez les étuis de peinture là qu'on achète pour les collégiens et tout ça. Vous mélangez 2-3 peintures, ça vous donne souvent un rendu un petit peu violacé, bizarre, machin. Honnêtement, ça peut coller. On aurait le mélange ici de 4 ki, un truc comme ça de Pride Trooper, et ça ferait l'affaire. Après, la grosse question, c'est comment est-ce que le sacrifice de Caulifla permettra à Kale de s'en sortir, surtout si elles sont enfermées quelque part. Est-ce que Caulifla prévoit de repousser ça avec ses mains? Est-ce qu'elle compte déployer son ki au maximum? Un peu comme une barrière de protection, ce qui lui reste de ki, et comme ça, en se vidant de toute son énergie, elle préservera l'état de santé de Kale, et derrière, bon, à elle de s'en sortir comme elle peut, mais le problème, c'est que même si elle arrive à péter cette espèce de ki là qui les attaque, derrière, il y aura 2-3 Pride Troopers qui attendront Kale. Et je pense que ça, c'est vraiment le gros mystère de savoir, ok, sacrifice de Caulifla, mais derrière, Kale, elle fait quoi? À court terme, je ne sais pas ce que va faire Kale, clairement, je vais pas vous mentir. Par contre, clairement, je pense que là, on a la confirmation que la forme de cette fibrolie que je vous avais présentée sur ma chaîne YouTube le 17 février de cette année. Vous savez, la forme amincie, etc. Je vous en ai déjà beaucoup parlé sur ma chaîne, qui nous avait été révélée dans le magazine V-Jump. Ben, je pense que là, elle est en train encore plus de prendre tout son sens, tout simplement. Parce que si Caulifla se sacrifie, ben, la prise de conscience pour Kale sera là. Et je ne pense pas, j'ai lu quelques messages sur Facebook, dans des groupes Facebook, de la part de gens disant que si Caulifla se sacrifie, Kale va redevenir cinglé et va redevenir en mode berserker, machin. Honnêtement, je ne pense pas. Tout simplement, pourquoi? Ça servirait à quoi
d'avoir cette fille Broly qui redébarque sur le terrain. On a déjà vu ce que ça fait quand elle est là, elle fout le bordel et au final quelqu'un se dévoue, par exemple Jiren, pour la calmer. Donc ça va servir à quoi? Elle va refaire la cingler et Jiren va revenir la calmer ou quelqu'un d'autre. Je pense que ça n'a plus aucun sens maintenant de faire ressortir cette fille Broly, en tout cas dans l'immédiat. Mais par contre, ça serait bien qu'on ait une grosse scène psychologique justement autour de cette fille-là. Déjà d'en apprendre un petit peu plus, ce sacrifice de Caulifla permettrait d'avoir un flashback, pourquoi pas, c'est rare dans Dragon Ball Super, qui nous montre un petit peu ce relationnel, l'histoire qui unit Caulifla à Kale, et de comprendre pourquoi Kale considère Caulifla comme sa sœurette, et pourquoi Caulifla considère Kale comme sa protégée, alors que Caulifla est une fille très solitaire au final, et qui aime être la chef de tout. On a très bien vu avec son espèce de gang, elle est résidée là sur un siège, un petit peu comme si elle était la reine, et pourtant on voit qu'elle a réussi à se laisser attendrir par cette Kale. Donc moi je veux savoir pourquoi vraiment, et je pense que c'est la bonne occasion, et ça serait la bonne occasion pour Kale d'avoir le déclic qui va faire que, pas dans cet épisode 101, mais que dans un autre épisode, par exemple le 102, 103, etc., elle arrive à puiser dans cette nouvelle psychologie, on va dire, pour débouler sur sa nouvelle forme, Brolyesque mais maîtrisée, affinée, féminine, etc., tout ce qui va avec. Bon, et vraiment s'ils veulent nous régaler encore plus, ils peuvent accélérer les choses et faire en sorte que Kale trouve sa forme maîtrisée en épisode 101, juste après le sacrifice de Caulifla, et qu'elle défonce tous les Pride Troopers qui restent et qui attendent derrière cette espèce de barrière d'attaque là de ki violet. Et en plus ça résout le problème que je vous ai posé il y a 2 minutes en vous disant Caulifla se sacrifie et Kale elle fait quoi? Si Kale elle se transforme d'une nouvelle manière et qu'elle les défonce tous, on l'aura compris. En tout cas je pense clairement que ça va mener à ça. Et ça serait con de la part des auteurs, en tout cas s'il y a un sacrifice de Caulifla, de pas s'en servir. Je sais pas ce que vous en pensez. Et avant de passer à la scène suivante, oui bien sûr que si Caulifla, et en plus je suis fan de Caulifla, si elle se fait éliminer direct, c'est un petit peu choquant, parce que envoyer un personnage si fort, représentatif des femmes Saiyan Univers 6, première Super Saiyan de toute la chronologie de Dragon Ball, la faire sortir du tournoi si vite, c'est un petit peu la merde, hein, quand même, ça fout un petit peu la honte. Mais je reviens toujours sur la même idée que je vous dis à chaque fois. Pour moi, le tournoi du pouvoir n'est qu'un élément de l'arc survie de l'univers. Donc si un personnage se fait sortir comme Krillin, comme Caulifla, etc., ça ne veut pas dire qu'il ne servira à rien par la suite. Quand ça va dégénérer, quand quelque chose d'autre va arriver, enfin, il peut y avoir énormément de choses à part ce tournoi. Bon, et ensuite, et devant, on passe sur quelque chose de très différent, mais je vais pas m'attarder sur ça parce que je pense pas qu'il y a quelque chose de très gros qui se cache là derrière. Tout simplement un plan sur Vermouth, le Akaishi, dieu de la destruction de l'univers 11, qui nous est montré un petit peu dans l'ombre, et à première vue, on dirait qu'il a un aspect maléfique. C'est vrai que c'est le cliché du bonhomme maléfique qui parle un petit peu tapis dans l'ombre, etc. Mais sincèrement, je pense juste que c'est de la mise en scène, et que c'est juste Vermouth qui est en train un petit peu de jubiler, en disant une phrase à la con du genre « La justice de mes Pride Troopers s'abat sur les autres univers », enfin... Je pense pas que ça va aller plus loin. Ça serait cool qu'il y ait quelque chose de plus et qu'il nous révèle quelque chose sur des plans de Vermouth, je sais pas quoi. Mais je pense pas. Sincèrement, je ne pense pas que ça va être ça. Je pense que là, la animation est en train de nous troller un petit peu, d'essayer de nous mettre sur une piste qui n'en est pas une. Et juste avant le plan sur lequel on voit les 5 Pride Troopers en train de se la jouer façon commando Capitaine Ginyu, au passage, je pense que ces 5-là sont ceux qui vont affronter l'équipe de 5 de Goku, C18, C17, Caulifla et Kale. Je pense que ça sera ça. Donc du coup, on aurait Casseral contre C17 et C18. Et on aurait quand même les 4 de devant qui seraient disponibles pour faire une attaque d'équipe face à Kale et Caulifla. Si Goku est bel et bien occupé par des gars d'autres univers, vous voyez, donc ça peut correspondre vraiment. Mais juste avant ça, on a un plan sur Jiren, et je vais pas m'éterniser sur ça, mais en tout cas, voilà, je me suis arrêté parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'il peut bien regarder là-bas dans les airs? On voit vraiment que Jiren tourne la tête et a les yeux relevés, et même un petit peu la tête inclinée. Qu'est-ce qu'il peut regarder si haut comme ça en hauteur? Normalement, personne n'est censé pouvoir voler dans ce tournoi du pouvoir, même si vous avez remarqué que la animation triche un petit peu quand même, hein. Il y a des personnages qui restent en lévitation pendant je sais pas combien de temps, il y en a d'autres qui montent sur des rochers, des machins, bon, ils s'arrangent quand même, hein. Mais en plus, je pense qu'il y a que 2 choses qui peuvent faire tourner et intriguer comme ça Jiren. C'est soit un adversaire qui est super fort, et donc il va le regarder, un petit peu comme Hit durant le tournoi Univers 6, Univers 7. Vous vous souvenez, il était là, on aurait dit qu'il dormait le gars, et dès qu'il a vu du SSJ Blue, il a relevé la tête, et bon après il a retourné la tête. En gros, ça l'avait fait réagir. Ou alors, dans le cas de Jiren, je pense que ce qui peut aussi lui attirer son attention, c'est que un dieu lui parle. Pourquoi pas, par exemple, alors avoir, ça serait tout con, le Vermouth qu'on a vu juste avant, donner quelques directives à ce fameux Jiren, en lui disant « N'y va pas toi au combat directement, laisse les autres Pride Troopers faire, ne te fatigue pas, garde tes forces, préserve-toi, bon, nos Pride Troopers sont largement suffisants pour battre cet univers 7, bon... » On peut imaginer un délire comme ça, mais voilà, c'est vraiment intriguant de savoir pourquoi Jiren tourne sa tête. Enfin oui, j'ai oublié, troisième chose, ça peut être une annonce du Daishinkan, qui lui ferait aussi lever sa tête. Mais vous voyez,
il y a vraiment peu de choses qui peuvent faire tourner la tête à Jiren. C'est un petit détail, mais en tout cas, je voulais vous en parler pour pouvoir conclure sur cette analyse de preview de l'épisode 101 de Dragon Ball Super. Et du coup, les devins, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là. Et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, de la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci énormément et à plus pour de prochains arts divinatoires.